Bonjour. Ce cours a pour objet la fouille de données, qu'on peut aussi appeler data mining ou traitement big data. Qu'est-ce qui motive l'intérêt actuel de ces méthodes de traitement des données? C'est l'augmentation, voire l'explosion de la disponibilité des données. On a de plus en plus d'outils qui vont être capables de collecter, de stocker, puis de transmettre des données qui vont décrire des comportements, qui vont décrire des processus. Et c'est dommage, en fait, d'avoir toutes ces données stockées qui coûtent à stocker et de ne pas s'en servir pour améliorer les performances. Donc, ça part vraiment d'un besoin du terrain ou d'une envie du terrain d'utiliser des ressources disponibles pour améliorer l'existant. Alors, j'ai parlé auparavant de la différence entre données et connaissances. La vraie difficulté, c'était ça, c'est d'avoir à disposition énormément de chiffres stockés dans des tables sans réussir à trouver suffisamment de sens pour prendre des décisions de manière plus efficace. Donc, des chercheurs en sciences des données, des informaticiens, des mathématiciens ont réfléchi à partir des années 60 à des méthodes qui allaient pouvoir, de manière automatique ou semi-automatique, trouver du sens dans ces données qui étaient stockées. Donc les premières recherches dans ce domaine, elles sont contemporaines des créations des structures de stockage des données, donc dans les années 60, lorsqu'on a commencé à définir des modèles de structuration des données, il y a eu des réflexions sur comment utiliser ces données. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des modes de stockage, les outils de traitement ont également évolué et ont évolué d'autant plus vite que les entreprises ont identifié des vrais gains à utiliser les informations extraites de ces mécanismes. Et donc, des investissements ont été faits dans les entreprises, dans la recherche publique, pour arriver à des outils qui sont maintenant vraiment robustes, qui sont développés et intégrés dans la plupart des logiciels de traitement classiques de données et qui vont permettre à des structures petites de réussir à faire cette démarche de capitaliser des données, puis de les utiliser pour la prise de décision. Quelques définitions. Donc moi, je vais utiliser souvent le mot data mining, qui, pour moi, est assez descriptif, ou en tout cas imagé. On voit bien qu'on va aller fouiller, miner dans un ensemble de données stockées pour chercher de l'information. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des choses qu'on ne connaissait pas. Ça semble trivial, mais c'est vraiment ça. On va chercher pas à ou peu à confirmer des intuitions qu'on avait déjà, mais à découvrir des nouvelles choses, dans l'espoir qu'elles soient utiles, dans des larges bases de données. Les termes qui sont dessous, là, ECD ou KDD, ça décrit de manière plus concrète, finalement, les étapes nécessaires à l'extraction de ces informations. Donc, il y a deux grandes utilités dans le data mining. La première utilité, c'est d'écrire, trouver des phénomènes déjà passés et essayer de les comprendre. Que ces phénomènes soient des événements ponctuels ou des individus, des clients par exemple. Donc, on décrit des choses qui sont actuelles. Et puis, il y a la prédiction. Comment, à partir des données du passé, on va pouvoir prédire ce qui se passera demain. Donc, les deux aspects vont reposer sur la même donnée de départ, des chiffres stockés dans des bases de données, mais les algorithmes utilisés seront différents. Donc, le schéma à l'écran présente une structuration des grandes classes d'algorithmes qui vont pouvoir être utilisés pour effectuer ces deux tâches de description ou de prédiction. On va avoir des outils basés sur les statistiques, basés sur les maths. La représentation
chronologiques potentiellement, notamment dans l'analyse de données temporelles. Et puis on peut avoir des outils qui vont être plus simples à expliquer, qui vont reposer sur des distances, notamment tout ce qui va être du clustering. Donc ça, c'est peut-être plus facile à utiliser car plus facile à expliquer. L'idée, c'est aussi d'être capable d'expliquer comment on a trouvé l'information, comment est-ce qu'on a trouvé, compléter la connaissance pour que la prise de décision soit facilitée. Il ne suffit pas d'avoir trouvé l'explication du phénomène, il faut réussir à convaincre les gens que c'est la bonne explication. Et donc, être capable d'avoir des méthodes simples, c'est aussi très utile dans l'application des résultats. Donc, ces données, elles peuvent être de multiples natures, puisque de nombreux contextes différents vont avoir recours à ces démarches de fouille de données. Que ce soit le marketing, qui va essayer de décrire du mieux possible son marché, ses clients, pour comprendre pourquoi les clients achètent ce qu'ils achètent, et puis pour modifier leur comportement, notamment sur les positionnements des différents produits dans les magasins. On y reviendra par la suite. Le choix n'est pas fait au hasard. Il y a des études sur les compositions des caddies, l'idée étant que si vous allez chercher 2 produits, plus ils sont loin dans le magasin, plus il y a de chances que sur le chemin, vous achetiez des choses qui ne sont pas sur votre liste. Donc dans le domaine du marketing, dans le domaine aussi des finances, pour comprendre les marchés, pour comprendre les risques, notamment les risques liés aux impayés, pour identifier les fraudeurs. Donc beaucoup d'outils qui vont s'appuyer sur des données financières. Qu'est-ce qu'on va chercher à identifier comme motif? Donc on va réussir, en tout cas on va essayer de réussir à décrire des choses qui servent à prendre des décisions, comme je l'ai dit, et donc le plus souvent à discriminer des cas. Quels sont les bons produits, quels sont les mauvais produits? Plus tôt on identifie ces 2 catégories, plus ça sera facile d'effectuer des tâches de réparation ou de jeter les mauvais produits plutôt que de continuer à faire des opérations qui coûtent. De la même manière, qui sont les bons clients qu'on va essayer de conserver, quels sont les mauvais clients sur lesquels on ne va pas faire trop d'efforts. Donc faire cette étape de discrimination. On a une idée des catégories et on va essayer de répartir nos individus, nos phénomènes dans ces catégories. On peut aussi essayer de trouver des associations. Qu'est-ce qui arrive simultanément? On ne cherche pas d'explication logique. On ne va pas dire quel est le phénomène qui implique un autre phénomène, mais on va identifier des choses qui arrivent en même temps. Pour après essayer de prendre encore des décisions, d'essayer d'influencer ces critères-là. Donc, trouver des choses qui arrivent simultanément. Ce sont des règles d'association. On peut aussi ne pas savoir a priori ce que l'on cherche et on va utiliser des algorithmes qui vont nous permettre de découvrir des structures. Notamment le clustering va nous permettre d'identifier des regroupements auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ce n'est pas de la discrimination parce qu'on ne sait pas en amont ce que l'on cherche, mais on va identifier des similarités entre phénomènes, des similarités entre individus et des dissimilarités entre groupes. Donc, il faut, une fois qu'on a fait cette étape d'apprentissage non supervisé, un expert qui va être capable de donner du sens à ces groupes. Qu'est-ce que ce regroupement représente dans la vraie vie? Parce que si on n'a pas quelqu'un qui va essayer d'expliquer pourquoi ces individus se ressemblent ou comment ils se ressemblent, derrière, prendre des décisions, ça va être compliqué. Donc, l'analyse en cluster va vraiment nécessiter un expert ou des experts, un groupe d'experts qui va venir après l'étape de data mining, donner du sens
au résultat brut. Ce qu'on va également essayer de trouver, ce sont des éléments qui sortent du lot, des points aberrants, des comportements qui détonnent par rapport aux autres. L'idée, c'est éventuellement de détecter des problèmes. Si on a des signaux très très bizarres à un endroit, c'est peut-être qu'on a un problème sur le capteur. C'est aussi peut-être parce qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Donc ça va avoir deux intérêts: identifier d'éventuels problèmes dans le système de captation de la donnée, mais éventuellement aussi identifier un vrai problème au niveau des comportements. Et puis, lorsqu'on va étudier des données temporelles, trouver des tendances sur l'analyse du passé ou des séquences, des saisonnalités, cela va nous permettre de mieux prédire le futur. Donc ça, c'est les grands types de motifs qu'on va essayer de trouver dans notre recherche, dans cette masse de données qui est à disposition. Alors, on risque d'en trouver énormément. Donc, la difficulté va être, une fois qu'on a trouvé quelque chose, de caractériser sa pertinence. Donc, il y a des mesures, des indicateurs de cette pertinence qui ont été proposés, qui peuvent être objectifs. Donc, là, on va avoir des indicateurs statistiques qui vont mettre en lumière des pourcentages d'occurrence, des phénomènes qu'on étudie. Mais il va aussi y avoir des données subjectives. On peut avoir un phénomène qui est identifié une seule fois. Donc, au niveau statistique, l'intérêt sera, enfin, la confiance sera faible. Mais l'expert va nous dire « Ah, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant ». Et de manière subjective, le phénomène sera identifié comme intéressant et sera soit utile pour la prise de décision immédiate ou investigué pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, il faut a priori déterminer quel va être l'indicateur que l'on va choisir et se construire une métrique qui soit adaptée aux données qu'on manipule et à l'usage que l'on veut en faire. On peut mesurer l'intérêt avec des formules qui existent, donc des formules mathématiques comme la certitude, mais aussi avec la capacité que les informations qu'on trouve vont pouvoir être mises en œuvre, utilisées. Donc la simplicité d'une règle, c'est quelque chose de très subjectif, mais qui va aussi avoir son intérêt. Si je trouve un comportement que je suis capable d'expliquer à n'importe qui, ça sera plus facile de prendre en compte ce comportement au quotidien dans mon entreprise, parce que tout le monde aura compris de quoi je parle. Si c'est un événement très très important, mais qui est compliqué à expliquer, dans la mise en œuvre, dans l'implémentation, après des décisions, ça sera plus lourd et ça va nécessiter beaucoup plus d'investissement. Et donc, il y a aussi une notion de coût qui va intervenir. La difficulté, c'est que cette simplicité de la règle, cette confiance de la règle, les coûts qui vont être engendrés par l'usage de cette règle, ils ne peuvent pas être déterminés en avance. Lorsqu'on va avoir une grosse base de données, on va espérer trouver des choses intéressantes, on va espérer trouver des choses qui vont pouvoir être utiles et, si possible, être utilisées de manière pas trop coûteuse, mais c'est des choses qu'on ne sait pas estimer ex ante. Alors, il y a deux stratégies pour trouver des choses intéressantes. Soit on va essayer de tout trouver. On trouve toutes les règles, tous les phénomènes, et on va avoir des systèmes semi-automatiques ou des groupes d'experts qui vont étudier toutes les remontées du data mining et qui vont identifier ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. L'intérêt, c'est qu'on va passer à côté de rien. L'inconvénient, c'est que c'est très, très, très lourd. On peut aussi avoir des algorithmes qui vont être optimisés pour ne trouver que certains types de schémas qu'on avait identifiés en amont comme intéressants. L'intérêt, c'est que les algorithmes vont se focaliser sur ce type de phénomène. L'inconvénient, c'est qu'on risque de passer à côté de choses qu'on n'avait pas prévues. Et tout l'intérêt du data mining, c'est de trouver des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc les deux approches existent, les deux approches sont instrumentées. On a des logiciels qui intègrent les deux types d'algorithmes. C'est vraiment au cas par cas,
responsables au cœur des entreprises de choisir la démarche et les outils adaptés au contexte. Alors, différentes problématiques, en dehors de ce choix en amont des méthodes, vont devoir être prises en compte. La première difficulté, c'est une difficulté, on va dire, liée aux êtres humains. On va avoir des difficultés à regrouper ou à identifier les experts, à comprendre ce que les experts disent, à faire comprendre ce qu'on trouve aux experts. Ça, c'est les inconvénients ou les enjeux de tous les groupes projets. On va avoir des outils qui vont parfois être très complexes d'approche. Donc, le coût à l'entrée va être lourd. Donc, il va falloir vraiment rentrer dans l'outil et travailler de nombreuses heures, de nombreux jours sur l'outil avant d'être capable d'en faire quelque chose. Et donc, cette barrière à l'entrée peut être un frein. Et puis, on va avoir des difficultés qui vont être liées à la source même, aux données dont on dispose. Il y a des problèmes qui sont liés à l'hétérogénéité des données. On a des bases de données structurées, mais on va aussi avoir des images, on va avoir du texte, on va avoir des fichiers. Et tout ça, c'est une source que l'on aimerait prendre en compte. Le fait d'avoir des objets hétérogènes, ça, c'est vraiment un champ de recherche totalement différent qui, pour moi, pour le coup, relève vraiment du big data et dont je ne parlerai pas plus en détail ici. Si ça vous intéresse, je mettrai dans la bibliographie des références qui traitent plus de cette difficulté de traiter des données hétérogènes dans des lacs de données. On va aussi avoir des difficultés, même si nos données sont stockées dans des belles bases de données bien structurées, avec la qualité des données qu'on va récupérer. On va avoir des données parcellaires, des données bruitées, des données fausses. Et une grosse partie du travail va être ce travail de fourmi, d'identifier la qualité des données et d'améliorer cette qualité. Le schéma global des différentes étapes du data mining sont représentés dans le graphique qui est présenté actuellement. Et cette phase de nettoyage est vraiment la base, le point de départ, mais aussi un point de retour, puisque si on trouve des informations, des connaissances qui ne font pas sens, il faudra revenir à cette première étape de nettoyage, d'intégration des données, pour identifier si on n'est pas passé à côté de problèmes à cette étape-là. Donc une première étape, ou peut-être une énième étape de nettoyage, d'intégration si on a des informations qui viennent de différentes sources, de sélection, si on a beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup d'individus, peut-être qu'il va falloir faire un premier tri, qui peut se faire de manière aléatoire ou grâce à des experts, une fouille en tant que telle, et puis une évaluation des résultats qui va amener d'autres boucles.